Voilà, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Il est 12h15 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, vous savez, s'il y a un sujet d'actualité aussi vaste que permanent, c'est bien celui de la place de chacun dans la société qu'il habite. La place de chacun est plus fondamentalement son identité. Alors, certains prétendent que nous sommes des individus autonomes. D'autres disent au contraire que nous sommes des jouisseurs centrés sur nous-mêmes, un peu égocentriques. D'autres vont souligner que nous sommes des citoyens responsables au service de la collectivité, ou nous devrions l'être du moins. On entend encore d'autres opinions. Nous sommes des membres de clans aux identités fragmentées, des êtres libres de choisir nos allégeances, et j'en passe et des meilleurs. À cet égard, Mathieu Bock-Côté, mon chroniqueur du jeudi, vient de publier un article fort intéressant dans le journal 24 heures du 10 août dernier, et intitulé « L'individu et le citoyen ». Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Quand on voit le titre de votre article, « L'individu et le citoyen », si on lit pas le texte, on dit qu'est-ce que tu veux raconter? Et ensuite, vous développez. On va commencer par une. Vous dressez les symptômes de notre société un petit peu mi-figue, mi-raisin. Oui, effectivement. le truc, normalement, c'est non plus de lire le titre, c'est de lire le bouquin ou lire l'article. Oui, mais intéressant, oui. Une fois que j'ai donné ce conseil. Il y a quelque chose qui m'intéresse, et dans le titre, je pose la référence à la manière d'une tension entre l'individu et le citoyen, c'est-à-dire une tension propre à notre époque, entre un écartèlement véritablement entre le domaine privé et le domaine public, mais sur ce registre singulier, un domaine privé en perpétuelle expansion et un domaine public en perpétuelle régression et réfraction. Et tout cela avec un phénomène particulier. Donc, non seulement l'espace du public se réfracte, l'espace du vivre ensemble, l'espace du monde commun, pour reprendre les termes d'Hannah Arendt. Et non seulement l'espace du privé s'élargit perpétuellement, c'est-à-dire nous sommes de moins en moins citoyens et de plus en plus individus, mais plus encore, on assiste à une transposition généralisée des thèmes de l'intime ou du privé dans le domaine public. Donc, non seulement l'espace public se réfracte, mais en plus, il est colonisé par le domaine de l'intime. Donnez-nous un exemple. Alors, on pourrait en donner plusieurs. Évidemment, on pourrait le dire au niveau des politiques publiques. Lorsque l'État, par exemple, va décider de multiplier les politiques sur le bien manger, l'État va multiplier les politiques sur la santé psychologique, l'État va multiplier les politiques pour s'assurer de gérer l'intime, gérer non plus ce qui relève justement du vivre ensemble et du monde commun, de la res publica, la chose commune, pour reprendre la vieille formule, mais plutôt, c'est une forme de gestion de l'intime de chacun, mise en commun. Et qu'est-ce que nous avons en commun, finalement? C'est un partage de l'intime aujourd'hui. Étrange formule, alors qu'auparavant, il y avait cette idée d'un partage du public, c'est-à-dire ce que nous avions authentiquement en commun, ce qui nous transcendait, ce qui devait être mis dans l'espace public, c'était ce qui nous transcendait. Aujourd'hui, c'est véritablement ce qui nous est propre et singulier à chacun, on veut l'exposer publiquement. Et j'en donnais un exemple avec la diffusion. Quelle est cette nouvelle mode sur le plan de la télévision qui depuis une dizaine d'années, disons, et qui est appelée à, encore aujourd'hui on le constate, à croître? C'est ce qu'on appelle la télé-réalité. Je posais la question de manière un peu arrogante dans le texte. Je dis, par quelle manière, pour quelle étrange raison, le fait de voir une fausse blonde de Laval se brosser les dents en parlant de son copain. Des vraies dents quand même. Hein? Pas toujours, mais ou encore blanchies. Mais quoi qu'il en soit, donc cette fausse blonde de Laval parler devant un miroir, expliquer pourquoi elle aime particulièrement Steve, mais elle est attirée par Kevin néanmoins. Comment ça peut être devenu un objet d'intérêt public majeur au point où tout l'espace public, c'est-à-dire aujourd'hui d'ailleurs qui se confond avec l'espace médiatique, hélas, tout l'espace médiatique est véritablement gagné par cette exposition de l'intimité. Puisque qu'est-ce que la télé-réalité? C'est la vie intime, c'est la vie privée transformée sur le mode du voyeurisme et de l'exhibitionnisme. Et bien, dans une société qui a décidé d'investir dans l'espace public, non seulement les préoccupations de l'intime, mais en plus une vision falsifiée de l'intime, une vision falsifiée du privé, et qu'on investit ça dans l'espace public, comme si finalement il n'y avait plus de choses communes. Mais tout ce qu'on pouvait voir, c'était zioter le voisin, aller fouiner chez le voisin. Ça, c'est véritablement la vie publique aujourd'hui. Eh bien, j'y constate une forme d'épuisement du commun, une forme d'épuisement de l'intérêt public, évidemment, une perte du bien commun. Il y a aussi, Mathieu Bock-Côté, cette obsession pour la transparence. Les politiciens sont les premières victimes de ça. Il faut qu'on soit plus blanc que Tide, que linge blanc, si vous voulez. Il faut qu'on soit... Et dès qu'on a bu une goutte d'alcool, dès qu'on a avalé, dès qu'on a fait d'autres choses un peu moins nommables, il faut qu'on le dise sur le poste public. Ah ben ça, c'est très intéressant. Genre, on en a souvent parlé d'ailleurs à cette émission. Cette espèce d'idéologisation de la transparence. C'est-à-dire, évidemment, la démocratie présuppose une part de transparence. Oui. Mais aujourd'hui, la transparence devient idéologie et on en vient à nier cette idée que justement le personnage public n'a pas à être une pure reproduction de l'individu privé. C'est-à-dire, cette espèce d'exigence d'une intégrité absolue ne masque-t-elle pas quelquefois une forme de puritanisme? Et on peut le voir, ça,
D'ailleurs, je vous interromps, parenthèse, vous dites puritanisme, c'est une idée protestante du 17e, 18e siècle aux États-Unis. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Le catholicisme, là-dessus, sur le plan de l'histoire des religions, a davantage de sens des institutions, par définition. D'ailleurs, la figure de Rome est là. Donc, il y a dans la culture catholique, il y a dans la philosophie politique du catholicisme, on pourrait dire, il y a un sens de l'institution, une forme de transcendance du politique, qui est plutôt absente de la culture protestante. Mais je reviens sur le cœur de notre sujet ici, et ce qu'on peut voir, c'est par cette confusion de l'intime et du public, dans cette idée que l'individu et le citoyen ont à être absolument le même en toutes circonstances. Eh bien, qu'est-ce qui se perd? Enfin, je le poserai même sur un autre registre avant de développer là-dessus. L'individu est laissé à lui-même. L'individu n'a plus qu'une obsession, c'est jouir. Jouir, jouir et rejouir. Et de préférence, rester jeune toute sa vie. Et l'ensemble de ses préoccupations seront tournées vers l'entretien, le développement, le culte de sa propre jouissance. On parle de narcissisme, en fait. Ben voilà, il faut reprendre la formule de Bruckner, là-dessus, qui est très bonne. L'euphorie perpétuelle. Bruckner. Pascal Bruckner, philosophe français, essayiste français, qui nous dit... Qu'est-ce qui détermine la vision contemporaine du bonheur? C'est l'euphorie perpétuelle. Donc, sur le mode de la perpétuelle excitation. Mais le problème de l'excitation perpétuelle, c'est qu'elle doit toujours être radicalisée parce que ce qui m'excite aujourd'hui ne m'excitera pas demain. C'est le principe de la drogue, il faut toujours en prendre plus. Ben, évidemment. Alors, évidemment, au terme de ça, il y a évidemment un mur qui s'appelle le retour, une forme de retour avec fracas vers le réel. Eh bien, sur ce mode de l'euphorie perpétuelle, cet individu en perpétuel qui veut toujours étendre les frontières de l'empire de la jouissance, eh bien, évidemment, cet individu un jour se retrouve seul. Ah, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, il découvre finalement sa solitude, il le découvre tôt ou tard, mais il le découvre. Alors, qu'est-ce qui devient possible à partir de là? Il découvre le principe de la tribu. Alors, croyant découvrir le collectif, croyant découvrir une tribu, croyant découvrir une appartenance, il ne fait rien d'autre que découvrir un moi élargi. Dans votre article, vous parlez de clan plutôt. Oui, je parlais de clan, je peux parler de tribu. Les deux termes, je pourrais parler politiquement de féodalité ou de baronnie, mais je parle d'une même réalité, c'est-à-dire l'individu n'est plus capable d'accéder au collectif, il n'est capable que d'accéder à un moi élargi. Oui. Donc, lorsque va venir le temps de se définir, il ne dira plus moi Jean-Philippe Trottier, moi Mathieu Bock-Côté. Lorsque va venir le temps de se définir, il dira pas non plus moi citoyen qui pense que, il va dire plutôt moi crudivore. Ah oui, moi cyclotouriste, moi... Je cite votre liste. Moi gothique, moi crudivore, moi anarchiste, moi cyclotouriste, moi hipster. Oui, et la liste peut être... Elle est infinie en fait. La liste peut être longue de ces identités de substitution que nous mobilisons à la manière d'étiquette pour se promener en société en se donnant l'illusion d'une appartenance. Mais qu'est-ce que ça fait dans les faits? Eh bien, c'est que c'est simplement le moi élargi sous la figure du clan. Donc, ce qui m'intéressera sur le plan du collectif désormais, ce n'est pas le collectif et l'intérêt public, c'est-à-dire ce qui me transcende. Ce qui m'intéressera sur le plan du collectif, ce ne seront que les intérêts de mon clan. Eh bien, quel est le résultat sur la chose publique, sur la chose commune, sur le plan de l'État? Parce qu'on doit toujours en arriver à cette question qui est fondamentale du politique. Clientélisme. Eh bien voilà, le point d'aboutissement de tout cela, c'est du clientélisme. C'est-à-dire la société n'existe plus comme un tout. La cité, on pourrait même préférer ce beau terme, la cité on en parlera d'ailleurs plus tard. N'existe plus comme un tout. Ce qui existe, c'est une agglomération, un agglutinement, comment dire, un agrégat, le terme serait le meilleur, un agrégat d'intérêts dispersés, d'identités multiples. Et qu'est-ce qu'on voit? Quel est le point de rencontre entre tous ces gens? Est-ce que c'est la recherche d'un bien commun? Non. C'est la perpétuelle négociation sur l'intérêt de chacun. Donc le Canada, en ce sens, c'est vraiment le pays par excellence pour ce selon la formule de Jacques Attali, que je ne prise guère, c'est le laboratoire de l'utopie. Il n'est pas certain que l'utopie soit la plus belle des choses. Alors, transposer ça sur le plan politique, qu'est-ce qui se perd à travers ça? C'est la capacité présupposée par la démocratie pour l'individu de se dédoubler sous la figure du citoyen. Ah, donc ça, c'est donc votre antidote, en fait. Oui, ben, la figure du citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est supposé, il y a toujours un choix philosophique, il y a des choix moraux à la base de nos analyses sociologiques quelquefois. Eh bien, ici, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que l'individu a la capacité de se transcender minimalement lui-même, pas toujours, mais se transcender minimalement lui-même et avoir le sens du collectif, d'un collectif qui n'est pas qu'une addition d'individus, qui n'est pas non plus qu'une addition, devrais-je dire, de clans et de groupes, non. C'est une expérience historique partagée. Il n'y a pas un risque. C'est une cité. C'est un lieu où la délibération porte non plus sur ce que je suis, sur ce que vous êtes, mais sur ce que collectivement nous devons devenir. Il n'y a pas un risque, vous en parliez dans l'article d'ailleurs, d'un risque de résorption. On se perd dans le collectif quelquefois. Oui, ça, on a vu ça au 20e siècle, mais je puis vous faire une promesse. Aujourd'hui, 2011,
la promesse n'est pas celle d'une hypertrophie du collectif. Aujourd'hui, en 2011, le risque, ce n'est pas un collectif tout-puissant, c'est plutôt justement une abolition du collectif. Si jamais nous en venons dans 30 ans et que je suis encore chroniqueur à votre émission dans une situation où le collectif s'est emparé de tout, eh bien, soudainement, je me porterai à la défense de l'individu. Mais aujourd'hui, il y a cette nécessité justement de penser cette thèse que l'homme ne complète son humanité, non pas sous la figure de l'individu qui est indispensable, mais sous la figure du citoyen, qui est le point où nous rencontrons l'autre. Nous rencontrons l'autre comme participant à une même expérience collective. Et il faut pas mal me comprendre. Je ne condamne évidemment pas le progrès de l'individualisme démocratique dans ce qu'il a de mieux. C'est-à-dire le fait que chaque personne aujourd'hui dispose d'un plus grand espace pour faire ses choix de vie, une forme de démocratisation des plaisirs, par la gastronomie, par le voyage, par les expériences sexuelles, vous pouvez les nommer. C'est-à-dire le fait qu'il y a un plus... Pas un nom d'ici, s'il vous plaît, Mathieu. Vous me le pardonnerez, bien évidemment, mais je profiterai ici... On coupera le micro puis on parlera de nos expériences sexuelles, mais pas... Non, mais disons que je ne suis pas porté vers la confession ici. Mais... Trop catholique, vous. Sur cette question, mais je réserve mes péchés à ma conscience. Mais lorsque nous voyons véritablement dans nos sociétés un espace qui s'élargit pour l'expression des plaisirs et une vie privée, une vie authentiquement privée, d'une quête qui permette de s'accomplir soi-même, ça, c'est un progrès indéniable. Évidemment que l'individu ne doit pas être hypnotisé par le collectif. Mais comme je dis, est-ce vraiment ce qui nous guette aujourd'hui? Ce qui nous guette aujourd'hui, n'est-ce pas plutôt une fragmentation du collectif, une dissolution du collectif, ce qui nous guette finalement, est-ce que c'est le fait de ne plus être capable de faire société? Vous pensez pas qu'il y aura un clan si bon, imaginons la société morcelée en plusieurs clans, comme vous dites, ou en tribus. Ça, c'est plusieurs petits collectifs qui négocient dans un gros collectif, si vous voulez. En l'absence de cité, un clan peut prendre le pouvoir par rapport aux autres clans et définir le collectif lui-même. Et on sera tous inféodés à un certain collectif. Ça, c'est le danger des corporatismes. C'est-à-dire, lorsque la logique des clans s'institue, eh bien, et qu'il n'y a finalement dans la société non plus discussion sur le bien commun, mais simple expression des rapports de force, eh bien, pourquoi, s'il n'y a que rapport de force, pourquoi ne vous imposerais-je pas ma volonté si j'en ai les moyens? Voilà. Et ce qui se perd, justement, lorsque se perd l'idée de l'un, lorsque se perd l'idée du monde commun, eh bien, ce qui se perd, c'est justement la capacité pour les plus forts, comme pour les plus faibles, mais surtout pour les plus forts, de ne pas penser qu'à eux-mêmes et de voir qu'ils ont non seulement par rapport à la société un droit, mais aussi quelquefois un devoir. Mathieu Bock-Côté, vous avez deux mots extrêmement importants et très intéressants, du moins pour moi. Vous parlez du mot cité et du mot transcendance. On n'est pas dans un domaine religieux ici, mais on frise. Quand vous dites cité, vous pensez à la cité dans la conception grecque? Oui, mais surtout, je dirais la cité telle que nous en avons hérité sur le plan de la philosophie politique grecque, mais telle que nous pouvons la traduire dans la société démocratique. C'est-à-dire... Et comment on la définit? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est cette possibilité, justement, je reviens avec cette formule, de voir le monde commun, non pas en deçà, mais au-delà, justement, de cette pluralité sociale inévitable qui nous caractérise. Donc, l'idée qu'au-delà transcende, justement, je le formulerai même autrement, que la possibilité même d'un bien commun transcende cette sacralisation inquiétante des intérêts communautaires des uns et des autres, des intérêts singuliers, des intérêts particuliers, des intérêts qui fragmentent. Ce que vous dites est très important, mais disons-le dans un langage un peu plus simple. J'ai l'impression que c'est vraiment le nœud de mais c'est cette possibilité, justement, comme collectivité, d'avoir un destin qui transcende le destin des uns et des autres, un destin collectif, j'entends par là la capacité de s'engager pour des projets communs, des projets, peut-être même un projet commun, la capacité de s'engager dans un tel projet qui ne soit pas qu'une prolongation de mes intérêts sous le signe de la société. Je veux bien, Mathieu Bock-Côté, mais alors qui va définir ce bien commun? Voilà. Si il n'y a pas de négociation, parce que c'est des clans, le plus fort l'emporte tout le temps dans la négociation. La négociation est indispensable. Elle ne doit pas être le point d'aboutissement. C'est-à-dire, la négociation ne peut pas être une fin en soi ici. C'est un moyen de résolution tout à fait brillant, intelligent, des conflits qui peuvent nous animer. Mais est-ce que l'objectif de cette délibération publique, ce ne peut être qu'un compromis raisonnable? Ça doit être ça. Mais ne devrait-il pas y avoir aussi à l'horizon cette idée d'un bien commun qui vient, je dirais, irradier, d'un bien commun qui vient inspirer, qui vient inspirer chacune de nos actions et qui permet surtout de relativiser la prétention des uns et des autres à avoir le monopole du bien et du mal. Compris. Alors là, on oppose relatif et transcendant. Comment... Je suis d'accord avec vous, il y a un bien commun qui est un genre de point de fuite, comme on dit en dessin, vous savez, un point de fuite inaccessible, mais qui est notre idéal, qui nous structure et qui devrait inspirer tout le monde, droite, gauche, enfin, d'où vous voulez. Mais d'abord, comment le définir? Quels sont ses critères de validité? Comment, dans une société comme la nôtre?
Non, mais là, évidemment, c'est la part de la délibération publique. C'est la part de la tradition aussi. Devrais-je dire, c'est le travail de la philosophie, c'est le travail des institutions, les points, je dirais, les points d'appui à partir desquels définir le bien commun sont nombreux. Il y a le travail de la philosophie politique, il y a le travail de la délibération publique propre à la démocratie, il y a l'héritage de la tradition, indispensable lorsqu'on veut penser au bien commun dans une cité particulière. Et notre tradition étant quoi? Notre tradition aussi est évidemment occidentale, devrais-je dire qu'elle est aussi québécoise. Alors, il y a cette idée, fait, oui. Lorsqu'on définit le bien commun à la québécoise, il y a cette idée, je reprends la formule de Jacques Beauchemin, le sociologue, qui nous dit « Au cœur de la condition québécoise loge depuis quelques siècles une obsession tout à fait légitime que nous devons maintenir, que nous devons reconduire, celle de durer. » C'est-à-dire cette petite expérience nationale, minoritaire, inattendue et pourtant merveilleuse à bien des égards qu'est le Québec en Amérique. Il y a au cœur de ce bien commun québécois cet horizon de durer, non pas comme assemblage d'individus, mais comme peuple. Pour les États-Unis, on peut dire, on devine que c'est préserver l'esprit de la République. Pour la France aussi, pour la Grande-Bretagne, n'est-ce pas le souci d'une continuité historique? Alors chaque peuple a sa propre expérience du commun. Mais si, justement, nous ne sommes plus un peuple mais une société, si nous ne sommes ni un peuple, ni une cité, mais seulement une société, et même plus vraiment une société, mais une addition malheureuse d'intérêts contradictoires, et pourquoi pas une collection de monades, et peut-être même de nomades, eh bien, si nous sommes... Oui, je me permets quelques jeux. Mais si nous ne sommes que ça, eh bien, la question qui se pose, et surtout la réponse qui se donnera, c'est pouvons-nous faire commun? Pouvons-nous poursuivre des objectifs historiques et politiques partagés? La réponse, ce sera non. Alors, j'en reviens à cette tension initiale que j'exposais dans ce papier. Il ne s'agit pas de condamner la figure de l'individu au nom de celle du citoyen, tout comme il ne s'agit pas de condamner la figure du citoyen au nom de l'individu, mais de redécouvrir une forme de principe d'équilibre entre le domaine de l'intime, qui n'est pas à négliger parce qu'il est le domaine d'une forme d'authenticité de l'être humain, d'une quête personnelle. Une zone de repli, on a besoin d'une zone secrète. Oui, mais pas seulement de repli aujourd'hui. Ça, c'est une chose qui est propre à la modernité. Chez les anciens, l'intime, c'est le domaine du repli, avant de retourner vers le public. C'est ça, oui. Chez les modernes, l'intime, c'est aussi un domaine de réalisation de soi, d'authenticité, d'une quête personnelle. Oui. Alors ça, c'est une victoire. Évidemment, la famille est souvent associée à ça, mais pas seulement la famille. C'est la possibilité, comme je le dis, du voyage, de la gastronomie et des plaisirs. C'est un domaine tout à fait légitime. Donc, il ne s'agit pas de le condamner, mais il s'agit de redécouvrir la légitimité du public, de redécouvrir cette belle idée qu'est l'espace public. Redécouvrir cette belle idée, ça implique, premièrement, je l'ai dit, de reconnaître la possibilité pour l'individu de ne pas penser qu'à lui en langage d'intérêt. Ça implique aussi la possibilité de définir le public autrement qu'à travers une transposition de l'intime vers le public, c'est-à-dire la nature propre du public, la nature propre de l'espace public qui n'est pas qu'une prolongation médiatique du privé. Et là, j'en reviens avec la culture médiatique contemporaine, ce serait la capacité probablement, je le traduis très concrètement pour quelques instants, ce serait la capacité pour l'espace public quelquefois de ne pas se définir seulement sous le principe du divertissement. Ce serait la capacité de ne pas se définir seulement sur le type de la tyrannie des plaisirs, pour reprendre la formule de Guilbeault. Ce serait la possibilité peut-être de découvrir dans l'espace public le lieu d'une forme de bonheur public, pour reprendre la formule d'Hannah Arendt, c'est-à-dire la capacité d'agir ensemble. Il nous reste 3 minutes, Mathieu. Vous terminez votre article je vous cite, « Chose certaine, les grandes réformes difficiles mais nécessaires au redressement de notre société nous permettront de savoir bientôt si celle-ci est encore composée de citoyens aptes au bien commun ou si elle ne rassemble que des individus uniquement occupés à jouir sans entrave. » Le vocabulaire est un petit peu fort, si vous voulez. Vous parlez de grandes réformes, redressement. C'est du gros vocabulaire, ça. Pas tant que ça. Non? Regardez ce qui se passe en ce moment avec la crise économique mondiale. En 2 minutes, oui. Oui, évidemment. La crise économique mondiale en 2 minutes. Eh bien, sans mon rire non plus. Et qu'est-ce qu'on remarque parmi les problèmes? C'est le problème du surendettement généralisé des États. C'est un surendettement systémique, c'est un surendettement structurel. Il n'est pas possible par des réformettes, par de douces mesures de compromis social-démocrate, il n'est pas possible dans les circonstances de régler, de s'en prendre à la question de l'endettement structurel des États, du surendettement structurel des États. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dis, voilà un exemple de ces réformes qui vont impliquer tôt ou tard une réforme par exemple, des retraites, une réforme des programmes sociaux, une réforme des politiques budgétaires, une réforme des politiques fiscales. Et dans cette réforme, il y a une certitude. Tous devront y contribuer d'une manière ou de l'autre. Personne ne pourra se mettre à l'abri du grand effort collectif qui sera celui du redressement, là-dessus, durable des finances publiques, d'une transformation structurelle des finances publiques. Alors, donc, tous devront redécouvrir l'esprit de renoncement et de sacrifice. Vous en parlez beaucoup dans votre texte, justement. C'est par le renoncement que l'individu devient citoyen. D'une certaine manière, oui, c'est une belle manière de le dire. C'est justement par cet esprit de renoncement qu'on va être capable, probablement,
je donne l'exemple des finances publiques, on pourrait donner d'autres exemples. Hein. Il y a par exemple revaloriser certaines fonctions de sécurité, la question de l'identité nationale se prête aussi à une telle réflexion, mais bien d'autres, la question de l'école aussi, même dans notre rapport à l'école, quelquefois, lorsqu'on veut transformer une institution au Québec comme l'école, ça implique un courage politique incroyable. Ça implique, gigantesque, oui. Ça implique un courage d'affronter les structures, des intérêts particuliers, les intérêts corporatistes. Et bien devant tout cela, il faut voir si l'individu, justement, est encore capable de penser sous le signe du renoncement la redécouverte du bien commun. Et je crois que tôt ou tard, comme je le dis, nous serons obligés de nous poser ces questions. Reste à voir ensuite, parce que moi je dis toujours, à la différence des réactionnaires, je ne pense pas que le pire est certain. Je me contente de croire qu'il est probable. Eh bien, est-ce que nous allons avoir une forme de consentement, une déliquescence lente du Québec, c'est la figure du déclin tranquille utilisée par certains, ou est-ce que nous découvrirons, comme nous l'avons fait en 1960 et comme nous l'avons fait à d'autres moments dans notre histoire, une capacité de redressement collectif? Est-ce que nous redécouvrirons pour un temps, cet horizon du bien commun qui irriguera notre société, lui redonnera vie un peu, lui permettra peut-être même de se refonder? Vous me permettrez de confesser cet espoir. En bon protestant, en bon catholique, si c'est une confession. Ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Comme je dis l'autre, je suis un athée catholique comme les autres. Ah, quelle horreur! Sortez de mon studio tout de suite. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir. Dans quelques secondes, une pause publicitaire et ensuite le grand dossier de Radio Vatican. Ne quittez pas.